Savourez un moment de détente en regardant votre série. Avec Sushi Shop, créateur de sushis. Qu'est-ce qu'il y a ce soir sur France 4? Y'a pas de réseau, regarde. Ça marche pas. Mais ça capte pas ici. Ça marche, toi? C'est foutu. Ah, cherchez plus. Il y a votre série US avec TDZ. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à la Masterclass France 4. Je suis comme vous, j'adore ça. Bienvenue aussi à ceux qui vont découvrir cette émission. Aujourd'hui, c'est l'épisode 5 et les 150 jeunes gens et jeunes femmes sont au taquet, prêts à poser toutes leurs questions. Nos trois invités, eux, sont là pour transmettre à la jeune génération ce que la vie et l'expérience leur a appris. Et ce soir, plus encore peut-être que d'habitude et que pendant les premières émissions de la Masterclass France 4, c'est un casting aussi inattendu qu'éclectique et donc particulièrement intéressant et signifiant, comme on dit. Jugez-en. Merci d'accueillir Mimi Mati, 30 ans de carrière et toujours la positive attitude. Ses parents lui ont martelé toute son enfance qu'on ne pleurnichait pas, qu'il fallait faire avec ce qu'on avait et se faire respecter. Indéboulonnable du classement des personnalités préférées des Français, elle pulvérise depuis 15 ans tous les records d'audience à la télé, tant avec Joséphine qu'avec la belle bande des Enfoirés. C'est aussi une vraie femme de scène. Bienvenue Mimi. Merci. Mimi qui remonte sur scène et sur les planches après 10 ans, je vous en prie. Je vais repapoter avec vous. Asseyez-vous, Mimi. Deuxième invité, Daniel Cohn-Bendit. Qu'il soit Dany Leroux, agitateur expulsé de France en mai 68, ou Dany Levert, écolo de la première heure en Allemagne, ça fait 45 ans que Cohn-Bendit est une bête médiatique. Depuis l'enfance, la double culture et l'amitié franco-allemande, pour lui, c'est du vécu. C'est un Européen viscéral. Ses coups de gueule et son franc-parler sont légendaires et même s'il a décidé de prendre sa retraite politique, je peux vous dire qu'il n'est pas prêt de se taire. Et puis, Marie-Agnès Gillot, elle a réalisé le rêve de millions de petites filles, devenir danseuse étoile. À l'âge où d'autres jouent au Barbie, Marie-Agnès quitte ses parents pour entrer à l'Opéra de Paris comme on entre en religion. Rien ne l'arrêtera, pas même une double scoliose qui lui imposera à 12 ans et pour longtemps de porter un corset 21 heures par jour. Bonsoir Marie-Agnès, asseyez-vous. C'est toute une vie consacrée à la recherche de la perfection et ça fait 28 ans que ça dure. Est-ce qu'il y a eu, Mimi, bonsoir à tous trois. Bonsoir Pierre. Est-ce qu'il y a eu, Mimi, un épisode de Joséphine consacré à la danse? Pas encore, parce que je ne pourrais pas faire le rôle principal. Mais ce serait très intéressant de rentrer dans l'univers de l'opéra et de la danse, les petits rats. Il y a combien d'épisodes déjà? J'en ai mis 70 en boîte. Et là, vous allez arrêter un peu pour la tournée? Je suis obligée, là. Je suis obligée de... Comme je remonte sur scène et que je pars en tournée après, j'ai fait une pause. J'ai tourné tous ceux de l'année 2013, ils sont en boîte. Et je redémarre en mai 2014. Dany, Marie-Agnès, vous avez déjà vu des épisodes de Joséphine Ange Gardien? Oui, bien sûr. Ah. Oh, c'est gentil. comment ça, vous n'en avez pas vu? Non, mais il a autre chose. Non, mais monsieur était en Allemagne. C'est vendu en Allemagne? Non, je sais qu'on est vendu dans beaucoup de pays, mais je pense pas à l'Allemagne encore. C'est la raison pourquoi. Voilà. Et en revanche, vous êtes allé à l'opéra? Jamais, je l'avoue. Je ne suis jamais rentrée à l'opéra, mais je vais réparer ça. Vous allez réparer ça. Et je voulais vous demander à toutes deux, même si vous étiez vraiment très très jeune en 68, c'est le moins qu'on puisse dire, Marie-Agnès. Très jeune. C'était une cellule encore. Non, ce que je veux dire, dans vos familles, vous qui étiez toute jeune en 68, et vous qui en avez entendu parler, Marie-Agnès, dans vos familles, c'était Dany le diable ou Dany le nouveau bon Dieu? Dany le Messie? J'ai pas entendu vraiment le terme bon Dieu à l'époque. Mais je ne suis pas sûre qu'ils aient employé le mot diable. Mais c'est vrai que j'ai un souvenir de cette époque. J'avais 11 ans, moi. Donc vous calculez, vous savez mon âge comme ça. Et, mais je me souviens très bien de ça, moi. On va attaquer tout de suite parce qu'ils sont 150 venus d'écoles et d'horizons et d'avenirs divers qui ont envie de dialoguer avec vous. On va commencer avec vous, Mimi. Mais avant la première question, je vous propose de venir sur le devant
de cette scène. Et je vais vous laisser, vous avez 1 minute 30, et vous poursuivez ma phrase. Je vous dis, voilà ce que, jeunes gens, je voudrais que vous reteniez de ce que je suis ou de ce que j'ai essayé d'être. À vous. Vous n'êtes pas obligé de faire 1:30, hein, vous faites comme vous voulez, Mimi. Je peux faire 2 heures, une demi-heure. Oui, maximum 1:30. Ce que je voudrais qu'on retienne de moi, c'est que j'aime la vie. J'ai pas choisi de mesurer 1m32, même si à la naissance, il y a peu de bébés qui mesurent 2m12. Mes parents m'ont donné cette force et m'ont pas échangé à la maternité. Ils m'ont donné la force de m'accepter telle que j'étais. Ils m'ont donné cet optimisme et je ne triche pas. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que je leur dise que je passe des nuits entières à pleurer sur ma différence. Je me suis dit que de toute façon, il fallait que je fasse avec ce que je suis. J'aurais pu songer à la chirurgie esthétique, mais chez moi, c'est pas la façade qu'il faudrait refaire, c'est les fondations. Donc, si j'attaque les travaux, on va pas se revoir. Mais donc, voilà, j'ai décidé de prendre la vie avec ce qu'elle m'avait donné. J'ai décidé de, malgré tout et malgré toutes les mises en garde, de faire ce métier que je ne voulais absolument pas faire quand j'étais gamine, comme on le proposait à ceux de petite taille qui existaient. J'essaye d'être la plus jolie possible, et dans la tête et dans le physique. Je n'en veux à personne. J'aime la vie, j'aime mon métier. J'ai la chance d'avoir autour de moi des gens formidables que j'ai gardés, qui sont mes anges gardiens à moi. Et voilà. Et je souhaite à tout le monde d'être aussi heureux que je le suis en ce moment. Voilà. Merci, Mimi. Et donc, dans quelques semaines, vous attaquez la Porte Saint-Martin avec Je reparlote avec vous. Et on pourrait dire que Muriel Robin, qui vient de démarrer à la Porte Saint-Martin, fait votre première partie, on va dire en gros. Elle fait ma première partie, elle chauffe la salle pendant 1 mois, et moi, je la récupère jusqu'à Noël, la salle de la Porte Saint-Martin. Bon, on attaque tout de suite parce que c'est l'objet de cette émission, c'est votre dialogue, vous ici, et même vous qui nous regardez, avec nos invités. Une première question. Bonsoir, Sarah, 24 ans, étudiante à l'ESCP Europe en master spécialisé médias. Donc Mimi Mati, j'ai une question pour vous. Donc dans un entretien accordé au journal Le Parisien, vous avez dit « Un jour j'aurai un Oscar, c'est certain ». Alors cette phrase, elle peut faire sourire, mais moi j'y crois. J'y crois parce qu'on a un exemple concret aux États-Unis. Peter Dinklage, qui est atteint de nanisme et qui joue dans la série Game of Thrones. Il a remporté un Emmy Award et un Golden Globe pour sa performance. Mais je pense aussi à Melissa McCarthy, qui a été nominée aux Oscars et qui a un physique assez loin des canons hollywoodiens, mais qui réussit beaucoup en ce moment. Donc ces personnes ont réussi à faire valoir leur talent auprès de leurs pairs, malgré leurs différences. Donc pourquoi aujourd'hui en France on vous offre pas ce genre de rôle qui vous permettrait de recevoir des récompenses prestigieuses? Alors il y a 50 questions en même temps, mais je vais essayer d'y répondre. Déjà, moi je ne me positionne surtout pas en comédienne d'1m32, je suis une comédienne. C'est-à-dire que comme dans la vie, j'ai des gens de taille normale autour de moi, il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des roux, il y en a des blonds. Donc j'avance avec ce que je suis sans m'en servir comme étendard. Quand je dis en boutade, je rêve d'avoir un Oscar, c'est surtout que je rêve d'avoir un beau rôle qui puisse un jour... Faut toujours avoir des rêves. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre tête, mais l'important, c'est d'avoir des rêves. Quand il y en a un qui se réalise, il faut en faire un autre. C'est comme ça qu'on avance. Après, si j'ai pas d'Oscar dans ma vie, ce sera pas grave. Mais mon discours est déjà prêt, donc je suis prête à en recevoir un. Mais c'est une boutade avant tout. C'est surtout l'envie que des réalisateurs se disent, tiens, j'avais pensé à Juliette Binoche pour faire la meilleure amie de Catherine Deneuve, je dis n'importe quoi, pas n'importe qui, n'importe quoi dans l'imagination. Eh ben pourquoi ce serait pas Mimi Mati? Juliette Binoche peut pas le faire. Je pense qu'à un moment, il faut passer au-dessus du physique. Je n'ai pas un langage spécial quand je suis dans la vie. Je ne passe pas mon temps à dire je n'atteins pas, j'attrape pas. Je vis normalement avec les gens qui m'entourent. J'ai pas une maison de schtroumpfs. Je ne suis pas entourée de schtroumpfs non plus. Donc je crois qu'à un moment, si j'arrive à avoir ce rôle qui fera qu'il aurait pu être écrit pour quelqu'un d'autre, eh ben ce sera formidable. Mais je ne passe pas ma vie à rêver de ça. J'ai plein d'autres rêves en réserve. Deuxième question. Bonsoir, Mimi Mati. Je m'appelle Lionel, j'ai 26 ans.
Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et je suis breton, en fait, même si ça se voit pas forcément. Si, c'est flagrant. Oui, si. Et donc, j'avais une petite question. En fait, pour réussir dans le milieu artistique et de l'humour, il faut... Le meilleur média, pour moi, ça reste quand même la télé. Parce que ça fait quand même remplir les salles. Pas forcément. Pas forcément? Pas forcément, non. C'est pas parce qu'il y a 8 millions de téléspectateurs devant Joséphine qu'ils vont tous prendre une place de spectacle pour venir me voir. Je crois que c'est pas forcément lié. Parce que vous, en fait, vous êtes passé par le petit théâtre de Bouvard. Oui. Donc à l'époque, enfin, je trouve qu'on laissait plus la place aux jeunes humoristes de s'exprimer. Enfin, il y avait peut-être plus de liberté. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de parce qu'il y a énormément d'émissions entre le Jamel Club, entre ce qu'a fait Ruquier avec tous les jeunes talents. Il y a de la place, sauf que maintenant, il y a énormément de télé. On demande qu'à en rire, oui. Nous, notre force au petit théâtre de Bouvard, puisque c'était en 82, c'est qu'il y avait 6 chaînes, c'est tout. Donc, effectivement, les gens tombaient forcément à un moment. Je voulais dire, Mimi, parce que j'ai bien connu, c'était le moment des débuts des Enfants du Rock, il y avait que 3 chaînes. Ah oui, il y avait 3 chaînes, mais oui, vous donc avez c'était raison. encore plus remarqué. Mais oui. Il y avait que 3 chaînes, donc vous n'avez pas connu ça. Il n'y avait pas la télé-réalité, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est vrai que la télé aide, mais il faut s'en servir comme d'un tremplin. C'est pas parce que vous faites... Je suis pas sûre que les anges de la télé-réalité qui montent sur scène, ça attire les foules dans une salle. Ok. Merci. J'ai répondu ou pas? Oui, très bon. très bien. Merci. Mimi, je me posais la question, à quel âge, à quel moment de votre vie vous avez senti la différence? On la sent très vite par le regard des gens. Mais pour vous, y compris, je sais pas, avec vos sœurs, votre famille? Mes petites sœurs sont grandes, donc normalement, dans les familles, c'est l'aîné, on passe les vêtements à la deuxième, qui passe les vêtements à la troisième. Moi, c'était l'inverse. Je récupérais les vêtements de ma petite sœur, qui était tout à fait normale. Mais la différence, mes parents, quand je parlais de mes parents tout à l'heure, j'ai cette chance énorme, et c'est le rôle des parents qu'on oublie un peu maintenant et qui se désagrègent, hélas. Mais mes parents m'ont dit tout de suite, t'es différente. De toute façon, il suffisait que je me regarde dans une glace pour voir que je l'étais, mais fais avec. Essaye d'être le mieux. Tu attrapes pas un truc, ben prends une chaise. Et souvent, je disais, j'atteins pas. Ils me disaient, prends une chaise. Voilà, et je pense que toute ma vie, j'ai dans la tête, prends une chaise. C'est-à-dire que si tu n'atteins pas quelque chose, si tu ne te donnes pas les moyens de l'atteindre, personne ne va le faire à ta place. Et voilà, ils m'ont dit, tout le monde est différent, donc fais avec. Ma grande, ils m'appellent toujours ma grande, mes parents, mais ils me disent, on est désolé, on n'y est pour rien, on va tout faire pour que tout aille bien. Et justement, par rapport à cette différence, peut-être que je me suis dit, tant qu'à faire, on se retourne sur moi, autant que ce soit parce qu'on me reconnaît un jour. Bravo. Autre question pour Mimi Mati. Marine? Marine? Bonjour Marine. Bonjour, enchantée, Mimi Mati, je m'appelle Marine, j'ai 25 ans et je suis élève à l'école du One Man Show depuis 1 an. Je savais même pas qu'il y avait une école du One Man Show. Si. Je le découvre À aussi Pigalle. aujourd'hui. À Pigalle, vous êtes sûr que c'est du One Man Show? Il faudrait l'appeler One Woman Show. Voilà, alors ma question portait sur la famille. Oui. Ah ben justement. Voilà, tout à fait. Donc, dans votre dernier spectacle, j'adore papoter avec vous. Vous évoquez notamment vos 2 sœurs et votre père surprotecteur qui passe son temps à vous téléphoner pour s'assurer de votre sécurité. Vous avez bien révisé vos classiques. J'ai beaucoup aimé votre spectacle. Merci. Vous allez encore préférer le prochain. J'espère bien. Et donc, quand on veut faire un métier artistique, la famille comprend pas toujours, elle a très peur de l'avenir. Et quand on cherche un soutien, c'est très très difficile de l'obtenir. Et quand on fait du one-man show, contrairement à ce qu'on peut croire, on a beaucoup besoin des autres. Ah oui. Et je voulais avoir votre avis par rapport à votre expérience personnelle et aussi d'une manière générale. Ce que vous pensez de la famille dans le soutien par rapport à une carrière artistique. Et je vous avoue que je vous pose cette question pour éventuellement espérer que mes proches... un petit mot pour vos parents? Oui, tout à fait. Que mes proches, éventuellement, par vos paroles, réalisent peut-être que ce serait bien d'avoir un petit changement. Proche de Marine, voilà. Écoutez bien la réponse de Et Lily. peut-être aussi pour d'autres personnes, dans mon cas, qui voudraient faire un métier artistique, peut-être que ça pourrait
faire un tilt dans la tête de leur famille. Mimi. Alors, c'est vrai que les proches sont très importants, surtout quand on veut se lancer dans le one-man show. Mais je suppose qu'on ne dit pas je veux faire du one-man show, on dit je veux être comédienne. Et après, c'est vrai qu'un moyen de se faire connaître, c'est d'écrire ses propres textes. Mais pour écrire, on puise dans ce qu'on est, dans ce qu'on a autour de soi. En ce qui concerne les parents, moi, vous imaginez, quand je leur ai dit je veux faire ce métier, c'était pas, oh non, pas d'artiste dans la famille, et je leur ai dit je veux pas faire ce métier comme Pierral, je veux faire ce métier comme Shirley MacLaine. Donc ils se sont dit notre fille est folle, mais ils ont toujours été derrière, et c'est important. Ils m'ont dit ok, mais tu te débrouilles, on t'aide 3 mois, et après tu te débrouilles pour en vivre. Il y a quand même eu 1 ou 2 factures d'électricité qui m'ont aidé à payer quand ça tombait, donc des petits détails matériels sont importants. Le fait qu'ils croient en vous, mais c'est pas à mes parents que je lis mon spectacle en premier, parce que je me dis, ils vont rien comprendre, mais en même temps, on sait qu'ils sont les premiers spectateurs, et ils ont toujours été là, à mes premières, à mes dernières, au milieu. Je crois que c'est important de savoir qu'ils sont à côté, pas à côté de nous, pas chez nous, mais qui nous soutiennent, même si ils ont le droit de se dire, comme tous les parents, mon Dieu, dans quoi elle se lance. C'est normal qu'ils aient peur, mais c'est important qu'ils vous disent, on t'aime, ma chérie, mais on a peur pour toi. C'est le rôle des parents. Marie-Agnès, vous n'êtes pas née dans un milieu artistique, mais vos parents ont joué un grand rôle. Votre maman aussi. en particulier. Oui, aussi. Oui. Mais ce qui était bien aussi chez mes parents, c'est qu'ils ne me jugeaient pas. Donc en fait, j'avais pas de compte à rendre. Quand je rentrais après tous les vendredis soirs de pension de l'internat de l'Opéra, j'avais pas de compte à rendre. J'avais quelquefois des mauvais carnets aussi en danse. C'était pour me pousser. Et mes parents n'y connaissaient rien, ils ne me jugeaient pas. Et j'ai trouvé ça toujours une grande qualité de ne pas être jugé au sein de sa famille, en fait. Sauf votre grand-mère, je crois. Oui, ma grand-mère, elle était fan, mais depuis... Comme les grands-parents. Comme les grands-parents, ouais. Dany, ça a été plus individuel, ou en tout cas fraternel, avec votre frère, l'éducation et le déploiement du jeune homme, parce que vous avez perdu vos parents jeunes. Oui, c'est ça. Mon père est mort, j'avais 14 ans, et ma mère est morte, j'avais à peine 17 ans. Donc... ma famille, c'est mon grand frère. Il a 9 ans de plus que moi et c'était un autre type de relation. C'était frère et père en même temps. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai grandi d'abord dans une école, dans un internat et après seul, quoi. Donc, je crois que mes parents seraient morts de trouille en 68. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Autre question pour Mimi Mati. Oui, allez-y. Bonjour. Bonsoir. Ah non, pardon. Allez-y, allez-y. Bonsoir Mélinda. Donc j'aimerais savoir, vous êtes l'une des personnalités préférées des Français depuis plusieurs années et ça fait aussi plusieurs années. Et ça fait aussi plusieurs années que vous n'êtes pas montée seule sur scène, donc j'imagine que vous devez avoir un petit peu d'appréhension et aussi de l'excitation. Oui. Donc j'aimerais savoir si vous avez quelques conseils à nous donner pour apprendre à gérer le stress et l'excitation qu'on a avant de monter sur scène. C'est tellement personnel, on a chacun notre façon de réagir. C'est vrai qu'entre un tournage où on sait que si on se plante, on peut recommencer, et un spectacle chaque soir où on ne va pas dire au public excusez-moi, je la refais, le stress, on l'a. La peur, on l'a. Mais à partir du moment où on est entouré de gens qui... Moi, je suis incapable de travailler toute seule, même si, ce qu'on disait tout à l'heure, on est tout seul sur scène, mais j'ai un metteur en scène, j'ai quelqu'un qui j'ai une assistante, et de savoir que tous ces gens-là sont autour et peuvent réagir s'il se passe quelque chose. Je suis morte de trouille. Je monte sur scène le 23 octobre. Je suis pétée de trouille. Mais en même temps, c'est quelque chose qui... Je sais mon texte. Je travaille sans prompteur, sans oreillette. Et s'il se passe quelque chose, l'avantage du one-man show, c'est que c'est pas du Shakespeare qu'on récite. Donc s'il se passe quelque chose, eh ben, faut jouer avec. Et je pense qu'au bout de 30 ans de carrière, il y a une certaine complicité qui s'est installée avec le public. Et je crois que les gens aiment la sincérité. Vous vous trompez, vous le dites, vous recommencez. Je souhaite pas de me tromper, je fais tout pour pas me tromper, mais faut y aller en se disant que c'est pas non plus la prochaine guerre mondiale qu'on déclenche. C'est juste un spectacle sur une scène, et il faut dédramatiser en se disant faut relativiser. Mais ça n'empêche pas d'être comme ça et d'avoir heureusement qu'on tient plus les micros à la main, parce que ça se voit moins qu'on tremble quand il est comme ça. Mais je crois que ça se gère. Mais il faut surtout être entouré et avoir confiance dans tous les gens qui sont les garde-fous, les piliers de notre bien-être. Le trac, Marie-Agnès. Oui.
Le trac, vous le gérez comment avant une création? C'est une concentration extrême d'abord sur soi et j'essaye de vraiment être calme et tranquille avec moi-même. Et souvent aussi, il y a des gens autour de moi qui ont des bonnes paroles et qui tout d'un coup me rendent complètement paisible. Donc j'essaye de m'entourer aussi. Mais il y a plusieurs niveaux dans le trac parce qu'il y a aussi, comme je suis leader d'un spectacle, si je commence à montrer mon trac aux danseurs qui m'entourent, ils vont aussi le recevoir. Donc j'essaye de me contenir pour pas le montrer. Vous aussi, vous aimez bien être leader, Mimi. Vous avez dit, quand on est différent, soit on se cache, oui. J'aime bien cette citation, soit on se met avec des gens comme nous, soit on est chef de bande. Moi, j'ai choisi. Ah oui, de toute façon, je déteste les ghettos. Vous ne me verrez jamais en porte-parole de tous les mois d'1m32. Je déteste ça. Et pour toutes les différences, je trouve que le fait de se mettre en ghetto, c'est se singulariser et se mettre à part. D'ailleurs, elle est chef de bande de l'équipe de France de basket. Mais pourquoi pas, ça peut venir. Oui, non, ben ouais. Mais Tony Parker et toi, c'est... Oui, ça fait un beau couple. Ah, il y a pire, hein. Non, mais je crois qu'il faut, c'est ce que je disais dans ma petite présentation, il faut assumer ce qu'on est, pas essayer de tricher. Il faut pas en vouloir aux autres de ne pas être comme nous et nous de ne pas être comme eux. Je crois qu'il faut... Le monde est tellement un melting pot de plein de gens différents, mais c'est vrai que quand on est plus petit, si on veut se faire entendre, eh ben, faut être chef de bande. Moi, ce que j'adore, c'est que Mimi a rencontré l'amour, l'homme de sa vie. Et je vous ai vu souvent au théâtre avec Benoît, ouais. Et vous êtes une des plus petites de la salle, et il est l'un des plus grands de la salle. Donc Mimi a du mal à voir, mais derrière Benoît, les mecs ont vachement du mal à voir. Non, mais c'est vrai que c'est le hasard. J'ai jamais choisi mon entourage. Quand on était avec les trois filles, Michel Bernier, Isabelle de Botton, on était en 3 tailles. C'était le hasard total. J'ai rencontré mon mari, il se trouve qu'il fait 1m86, donc... Mais voilà, c'est le hasard et on se complète. Autre question pour Mimi, oui. Comme Tony Parker. Bonjour tout le monde, bonsoir Mimi Mati. Bonsoir. Je suis Lisa, également à l'école du One Man Show. Mais il faut que vous fièrement représentée ce soir. Ma question concerne la légitimité en fait à se dire humoriste. C'est une question que je me pose personnellement parce qu'il y a une différence entre faire rire ses amis le soir en soirée, bien sûr. Et puis faire rire une salle entière de tout un public sur scène. Donc je voulais savoir quand et comment vous vous êtes dit je suis humoriste, c'est mon métier, j'en suis fière, et voilà. Alors, une petite rectification. Moi, je ne me considère pas comme humoriste, je me considère comme comédienne. Il se trouve que je peux faire des films qui ne font pas rire. Dans tout ce que j'ai fait, il y a de la tendresse, il y a pas forcément du rire. Sur scène, je n'ai envie que d'une chose, c'est d'entendre les rires. Ce qui est beaucoup plus dur, je pense, que de faire pleurer. C'est plus dur de faire rire que de faire pleurer. Comme vous le dites, justement, il y a une différence entre faire rire dans sa salle de bain ou son entourage et faire rire tous les soirs au même moment avec la même phrase. C'est un travail énorme. Mais je ne me considère pas comme humoriste. Moi, je suis simplement une comédienne qui, quand elle est sur scène, espère avoir en face des rires. Parce que c'est la plus belle respiration qu'on ait. J'adore ça. Moi, je me vois pas jouer les 3 sœurs de Tchekhov, au bout de 3 représentations, j'en pourrais plus. Et puis de toute façon, personne ne me l'a demandé, ça tombe bien, mais faire rire, c'est quelque chose de formidable, mais c'est un travail énorme. On croit souvent qu'un one-man show, moi j'essaye d'aller voir tous mes camarades de Gad, à Jamel, à Anne Romanoff, j'essaye de voir tout, parce que tout est respectable, mais c'est à la virgule près. Et il y a des soirs, pour vous dire, dans mon dernier spectacle, je faisais quelque chose qui marchait tous les soirs. Puis un soir, 2 soirs, ça marche plus. Et je dis à Roger Luret, mon metteur en scène, je lui dis, écoute, viens voir, je ne comprends pas. Les gens ne rient plus. Et il me dit, mais t'as déplacé là, au lieu de faire ce pas-là, tu l'as déplacé. Et donc, c'est une mécanique très précise, mais c'est une gymnastique que j'adore et que je ne pourrais pas me passer d'entendre les rires dans la salle. Voilà. J'ai répondu ou pas? Je voulais juste avoir une petite précision, du coup, à partir de quand... Du coup, vous êtes dit comédienne, c'est vraiment un vrai métier, c'est mon métier. À partir du moment où j'ai payé des impôts. Merci. Dès que vos amis auront commencé à payer pour vos blagues. Non, mais pour répondre à ça, Pierre,
C'était drôle parce qu'au début du théâtre de Bouvard, que vous n'avez pas connu, vous n'étiez pas né, mais quand j'ai arrêté le métro, j'ai pris un taxi pour la première fois, et les chauffeurs de taxi, on était tous les soirs à la télé, on était très bien rémunérés, c'était nos premiers cachets, en plus il y avait les droits d'auteur, il y avait tout ça, et les chauffeurs de taxi nous disaient, mais vous faites quoi pour gagner votre vie? Voilà, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on paye des impôts, on se dit, j'ai réussi. On vous fait aussi cette réflexion-là? Oui. Dans un taxi, on m'a déjà dit vous faites quoi? Je dis je fais de la danse. Et vous faites quoi pour gagner votre vie? Bah. Question pour Mimi. Qui se lève? Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir Mimi. Bonsoir. Voilà. Stéphane, 30 ans. J'étudie à l'Acteur Studio Paris. Moi, j'ai une question personnelle à vous poser. Je suis mariée, je suis désolée. Je suis pas jaloux. Ouais. Voilà. Je voulais vous dire, votre différence, ça a été une difficulté dans votre carrière ou bien au contraire, ça a été un atout? Alors, on va finir par dire, ah, elle a de la chance, elle a réussi, elle mesure 1m32. Mais il y a une copine qui m'avait dit ça à un moment, on étudiait à l'atelier Fugain, puisque j'ai fait 2 ans de chant, danse, comédie à Nice, dans l'atelier qu'avait fait Michel Fugain. Et on en est sorti. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir Bouvard qui était là, et la copine me dit, bah, toi, c'est facile, t'es différente. Non, c'est pas facile. C'est pas une chance, c'est pas un frein. Je crois que c'est surtout que si j'avais attendu qu'on me propose des rôles, on m'aurait proposé des rôles à la Pierrale et à tout ce que je ne voulais pas faire. Donc le meilleur moyen de se faire connaître, et je pense que c'est valable pour tous ceux qui sont ici et qui font ce métier, c'est d'écrire ce qu'on disait tout à l'heure avec la jeune fille, c'est d'écrire ce que vous avez envie d'écrire. On n'a pas tous le talent d'écrire. Moi, la première fois où j'ai écrit, j'étais pas du tout sûre que ce serait bien, que ça attirerait du monde. Mais écrivez avec ce que vous avez envie, ce que vous avez en vous qui veut sortir. L'encre, c'est votre sincérité, c'est ce que vous avez envie de faire connaître. Et après, bah, ça passe ou ça passe pas. Moi, il se trouve que c'est passé. Mais si j'avais attendu qu'on me propose des choses, c'est sûr que ma taille aurait été un handicap. Mais j'ai pas attendu. J'ai dit, vous voulez pas de moi? Ben, vous allez voir. Question? Oui. Alors, Grégoire Soulier de l'Acteur Studio Paris, Bonjour, en 3e Grégoire. année. Bonsoir. Vous disiez tout à l'heure que vous attendiez toujours un grand rôle, en fait. Est-ce que vous avez songé à écrire ce grand rôle pour vous et à le réaliser? Est-ce que vous avez ça en tête? Merci. Ce serait possible. Pour l'instant, c'est-à-dire quand les tournages de ma série, qui continue encore jusqu'en 2015, entre l'écriture du one-man show et la préparation, j'ai pas eu le temps, mais je ne dis pas que je le ferai pas. C'est tout à fait possible. Si vraiment, à 80 ans, on m'a toujours rien proposé, je le ferai. Mais quel rôle, par exemple? Bon, j'ai un fantasme. Allez, allez. Moi, j'ai un rôle pour elle, hein. Après, je le dirai. Je rêve de faire la méchante de James Bond. C'est bon. Ou alors M. Monsieur Brocoli, si tu nous entends. Comme Julie Delp. Je suis blonde comme elle. Hein? M comme Julie. Non, mais moi, je retournerais, mais refais un remake d'À bout de souffle. Ah, Jean Seberg. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Elle a déjà la coiffure. Non, Ouais. mais je pense qu'il y a plein de rôles possibles. Et là, je ne suis pas... J'ai beaucoup de mes camarades comédiennes, je n'en citerai qu'une qui se reconnaîtra, Muriel, qui dit, moi, on me propose pas, on m'attend pas. Moi, déjà, avec Joséphine, j'ai une chance énorme de pouvoir endosser plein de casquettes de métiers différents, puisque dans chaque épisode, je fais quelque chose de différent. Je suis pas frustrée de tournage, mais pas du tout. Mais si ça vient en plus, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais peut-être que je l'écrirai, vous avez raison. Mais il n'y avait pas aussi vous n'aviez pas aussi des envies de rôle de résistante? Oui, je rêve, mais le seul truc, c'est que je suis un peu repérable. Donc, je pense que les Allemands auraient vite fait de me choper, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les films historiques, les grandes aventures comme ça, humaines et courageuses. Oui, courageuses. Au contraire de passer des trucs, justement, on dit, ouais, celle-là, on la voit presque pas. Oui, celle-là, elle est insignifiante. Ouais, ouais. Non, oui, on peut faire un beau rôle là-dessus, c'est pas vrai, on peut écrire un beau c'est vrai truc. que j'aimerais beaucoup ça. Mais ça vient, encore une fois, je n'ai pas de manque en ce moment. Je suis heureuse de ce que je fais. Ouais. J'assume totalement mes Joséphines et j'assume surtout mon spectacle qui commence bientôt. Et puis les Joséphines, 70 épisodes, c'est pas commun, hein?
C'est une vie. Oui, c'est une bonne partie de vie. C'est 16 ans de ma vie. Absolument. Question pour Mimi Mati. Bonsoir à tous les trois. J'ai une question pour vous, Mimi Mati, et qui s'adresse aussi aux deux autres invités ce soir. J'aimerais savoir, alors vous avez débuté votre carrière, il me semble, grâce à l'aide de Michel Fugain. Que vous évoquiez. Dans son école. Je n'ai pas fait le Big Bazar. Hein. Ouais, voilà, vous avez postulé au casting de Big Bazar. Oui, mais enfin, ça a permis de, je suppose... Comme j'avais 13 ans, il m'a dit, finis tes études, ma chérie, et puis on se reverra plus tard. Mais je ne l'ai pas lâché, effectivement. Très bien. Donc, on peut considérer Michel Fugain comme l'un de vos mentors. Vraiment celui qui Un des hommes de ma vie, oui. Ouais, voilà, celui qui vous a permis de connaître le métier, qui vous a appris tous les rouages,